j'essaye de faire une généalogie de l'entreprise. C'est le sous-titre du livre. C'est en Occident, bien sûr. Et je trouve la matrice, disons, de l'industrie dans le monastère. Sous trois formes, donc, cette évolution de l'entreprise. Monastère, manufacture, usine. Aujourd'hui, on dit entreprise ou corporation. Et le monastère est très important parce que l'Antiquité grecque et en partie romaine, notamment du point de vue du logos, c'est-à-dire du point de vue de la philosophie, par exemple chez Platon ou même chez Aristote, critique, dévalorise le travail manuel. L'artisan, le commerçant, il est secondaire, il est méprisé même. Alors on peut dire bien sûr c'est parce qu'il y a l'esclavage, hein, ce sont les robots de l'époque si je puis dire, c'est la formule d'ailleurs d'Aristote, des instruments animés, mais c'est vrai du logos. Dans la mythologie, c'est plus complexe. La figure du travail est ambivalente. Bon, cette dévalorisation du travail et du travail manuel, alors, se fait dans l'Antiquité au profit de l'homme ou de la femme libre et notamment politique, au profit de la contemplation. Ce qui est premier, c'est la contemplation, c'est pas l'action. C'est pour ça que le virage dont je parlais du XVIIe siècle, où on va dire penser, c'est faire, ça, c'est une rupture majeure, évidemment, avec toute la vision antérieure du travail et de la connaissance. Donc le monastère réintroduit, mais je dirais tout le christianisme. Déjà dans la Genèse, les textes sont assez contradictoires. On connaît bien l'épître de saint Paul, tu gagneras ta vie à la sueur de ton front, en gros. Saint Augustin, qui dit un peu plus tard, au IVe siècle, aux moines, mais si vous n'allez pas travailler, qu'est-ce que vous allez faire ? Donc, le travail manuel est important pour lutter contre l'oisiveté en particulier. Mais les monastères au XIe, XIIe, XIIIe siècle vont être un haut lieu de revalorisation du travail, de développement des technologies et de préparation de ce que certains historiens vont appeler la première révolution industrielle au XIIIe siècle en Occident, notamment liée au développement du moulin à foulon et de l'énergie hydraulique. Alors, ora et labora, travailler et prier, c'est lié à la règle de Saint-Benoît, qui a été élaborée au VIe, VIIe siècle, la règle de Saint-Benoît qui se généralise dans tous les monastères et qui dit en gros qu'il y a une liturgie des heures, une organisation de toute la journée, même de toute l'année, autour de trois grandes fonctions, la prière d'abord. Et pour moi, le monastère, jusqu'à l'entreprise, c'est d'abord une communauté de travail, de compétences, mais qui communie. Une communauté qui communie. Alors aujourd'hui, évidemment, elle communie différemment. L'entreprise contemporaine, elle communie autour d'une mission ou d'un projet. À l'époque, elle communie évidemment autour de la croyance en Dieu. Donc, communauté qui communie, mais qui est organisée selon la règle de Saint-Benoît. Donc, la lecture divine, le travail manuel et la prière. C'est ça, ora et labora. Cette règle de Saint-Benoît, elle est très importante parce que même dans le management contemporain, il suffit d'aller suivre une formation en management et on va citer au bout de 5 minutes Saint-Benoît comme modèle d'organisation du travail. Et la troisième composante du monastère, la communauté qui communie, c'est l'organisation horaire. Le monastère est organisé avec une liturgie des heures, mais il y a la cloche et l'horloge. Et la cloche joue un rôle fondamental d'ailleurs, puisque c'est un alliage extrêmement complexe, métallurgique, mais elle a une valeur symbolique. Beaucoup de cloches vont s'appeler Marie. Donc la cloche est comme le sein de la Vierge, Marie. Alors, pour moi, donc, le monastère et ce chapitre Ora et Labora est essentiel pour définir ce qu'est l'entreprise comme communauté de compétences ayant une finalité partagée et organisée en fonction des horaires et à l'époque de l'horloge et de la cloche.